Sécure, épisode technique de ce copain de Benoît. Comment vas-tu? Ben, ça va super bien et toi? Très bien aussi. Tu m'as sollicité dernièrement pour qu'on parle de AI. Puis ça tombe bien parce qu'on a un début d'année qui est tout à fait funky. De ce côté-là, on a DeepSeek qui est apparu, qui a comme brassé un peu les conceptions. Le président américain a défait certaines balises de sûreté au niveau du AI. Il y a des discussions. Même au moment où on enregistre, il y a quelques jours, il y avait un sommet en France qui parlait de ces éléments-là où les grands décideurs du monde se sont retrouvés, ont eu des discussions de ce côté-là. Donc, c'est un sujet qui est très, très marquant ou très présent dans nos vies puis qui va l'être probablement encore plus à l'avenir. À ça, tu m'as mis dans les mains un rapport qui est super intéressant, qui est sorti début janvier, un peu avant les grandes annonces qu'on a là, mais vraiment très intéressant pour autant parce qu'il réunit un des grands experts, notamment le Mila Montréal, qui préside ce rapport-là, et découpe de façon, je crois, la plus complète jusqu'à présent comment on doit aborder ce qui s'en vient devant nous parce qu'il va y avoir des grands changements qui s'en viennent, puis je pense qu'il faut s'y préparer plutôt que jouer à l'autruche parce que sinon, on n'y sera plus. Je vais te laisser commencer avec ça. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, c'est vrai on est chanceux au Québec d'avoir des instituts comme le Mila. Et puis, il se trouve que c'est le premier rapport international, à ma connaissance, sur la sûreté de l'AI qui sort, en tout cas d'aussi grande ampleur, parce qu'on parle de à peu près 250 pages quand même de rapports, très, très bien documentés. Et donc, c'est à peu près 30 des pays à travers 30 des universités, pardon, à partir... je vais y arriver. Des universités d'originaires de 30 pays différents qui ont aidé et contribué à ce rapport-là, plus des grandes institutions, des grandes entreprises comme Google, Microsoft, IBM ou Cohere, pour parler de l'écosystème montréalais, spécialisé dans l'AI, qui ont contribué de manière significative à ça. Des dizaines, voire même des centaines de personnes qui ont contribué à ce rapport. Et ce que je trouvais intéressant aujourd'hui, c'était de mettre un peu en lumière ce rapport-là, pour vous donner le goût, en fait, de lire ce rapport et puis de faire un état des lieux, dans le fond, de où est-ce qu'en est l'IA générative. Parce qu'effectivement, ce rapport n'a pas pour but de couvrir l'entièreté de l'écosystème AI, mais c'est vraiment basé sur l'IA grand public, on va dire. L'IA générative, celle qu'on connaît le plus, les ChatGPT-like, Gemini ou DeepSeek de ce monde. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'était de vous donner le goût de plonger dans ce rapport. Qui est très intéressant, comme je mentionnais, très bien découpé, il ramène les informations. Il y a beaucoup de gens très intéressants qui ont contribué. Un des éléments qui est le plus important, puis je pense qu'il faut qu'on s'y penche parce que c'est au-delà du fait de déchirer sa chemise sur l'espace public, un peu ce que les gens ont fait avec DeepSeek quand il y a eu les annonces, avec un regard un peu plus analytique, comme il est proposé dans le rapport, nous amène à poser prendre un pas de recul et nous amener à analyser le risque de façon concrète et qui a des impacts réels. Puis ils l'ont découpé ça en 4 facettes très importantes de risque. Puis on va commencer vraiment par le côté l'usage malicieux, puis probablement celui qui est le plus parlé publiquement. Parce que je pense que c'est ce que les gens ont le plus peur dans le AI, c'est-à-dire que ça soit utilisé par les méchants. Puis c'est un peu ça que ça l'aborde. Ouais, effectivement. Donc, le premier risque majeur, c'est de détourner l'IA générative de son rôle premier, qui est d'essayer d'améliorer l'efficacité des processus ou d'aider les humains à traiter des grandes quantités d'informations. Ça l'aide, mais pas pour des causes, pas pour des bonnes causes. Voilà, c'est ça. Ça aide des humains aussi, mais plus pour s'enrichir, on va dire, ou pour... dans des buts de propagande ou dans des buts de détournement d'informations à des buts politiques, par exemple. Donc effectivement, ça c'est clair qu'on l'a déjà vu, cette utilisation-là, dans des deepfakes ou dans d'autres façons de faire. C'est clair qu'on a aussi ce qui va devenir aussi problématique dans le futur, c'est on a des capacités de GenAI qui sont très bonnes aussi, de plus en plus bonnes dans l'aspect scientifique. Donc ça peut être formidable pour découvrir des maladies, pour découvrir des nouvelles protéines ou pour avoir encore une meilleure connaissance de l'ADN. Et ça peut aussi aider à créer des armes chimiques, par exemple. Ça, c'est un peu problématique, on s'entend. Donc l'idée de tout ça, c'est d'essayer de comprendre, en tout cas le rapport aide à mettre des termes sur ces différents risques. Donc on peut en citer quelques-uns, donc créer du contenu malicieux, manipuler l'opinion publique, être capable de faire des attaques cyber qui vont générer des pannes majeures, par exemple, ou justement, comme je parlais, des attaques chimiques ou biologiques.
Donc là, typiquement, c'est ça. On a le rapport va mettre l'emphase là-dessus de vous expliquer étape par étape quels sont ces risques-là d'un point de vue utilisation malicieuse. Oui, de toute façon, au niveau manipulation de l'opinion publique, même si on ne veut pas l'admettre, c'est déjà en force. On s'est déjà utilisé depuis plusieurs années d'ailleurs. On regarde comment les différentes campagnes électorales ont eu lieu dernièrement, comment les différents agents de perturbation, comme la Russie par exemple, la Chine probablement. La Chine, on les voit moins, là, sont moins clairs dans ça, mais la Russie, c'est plus clair qu'ils sont des agents de perturbation au niveau de la manipulation de l'opinion publique. Ils utilisent déjà des formules de cette nature-là, puis on le voit même dans des deepfakes avec des fausses images, avec des faux comptes et des éléments comme ça, générer du faux contenu, mais on les voit énormément dans ces usages-là. Donc, il y a du concret de ce côté-là. C'est ça, on est capable il y a des façons de mitiger un peu, de rendre un peu plus trustables les informations avec du watermarking, des choses de ce genre-là, mais on se rend compte que c'est quand même pour des agents, des nation states, là, des agents de type Corée du Nord, le Big Four, Corée du Nord, Russie, Chine, Iran, ça reste des choses qui sont relativement facilement bypassables. On peut enlever les watermarks de manière assez simple, malheureusement, ce qui fait que les acteurs ont encore un peu d'avance sur cette création de contenu malicieux ou qui sont adressés à manipuler l'opinion publique. Donc on a clairement beaucoup de progrès à faire encore là-dessus. Même dans le rapport, vous verrez qu'au niveau de la littérature scientifique, il y a encore peu de progrès au niveau de la détection de ces contenus malicieux-là qui ont été faits. Et il n'y a pas une perspective à court terme d'arriver à maîtriser ça à l'échelle. Puis ce qui est très compliqué, c'est que les avancées sont très rapides. L'introduction du rapport le dit, tu l'as mentionné aussi, les avancées sont très rapides. Les modèles, on l'a vu avec DeepSeek, qui ont quand même changé un peu le paradigme d'entraînement des modèles, qu'on soit en accord ou pas avec ça, ou qu'on peut contester la méthodologie. La méthodologie, tout ce qui qu'on tourne ça autour. Il demeure qui ont changé le paradigme dans quelques égards, donc ça va amener d'autres éléments. Mais on n'est pas prêt. La vitesse à laquelle ça va nous place devant des faits accomplis, mais quand on parle de manipulation de l'opinion publique ou des fakes, c'est des vieux-ish principes parce que l'humain le fait déjà depuis longtemps. Sauf que là, on est capable de l'industrialiser. C'est ça. Puis bon, on va donner à César ce qui appartient. Les Russes sont excellents en manipulation de l'opinion publique. Donc, leur donner un outil, un accélérateur pour y arriver, c'est encore faciliter davantage leur travail. Et encore plus, ce qui est donnant pour les anglophones, c'est que les modèles sont généralement entraînés pour l'anglais, ce qui aide les peuples qui ne sont pas anglais comme langue maternelle de pouvoir écrire des textes parfaits, écrire même des références à la culture américaine parce qu'ils sont entraînés beaucoup ça, le gros volume du contenu Internet et de culture américaine. Donc, on est capable de générer, à s'y méprendre du contenu de typé américain à la du AI. Donc, les Russes et probablement les Chinois aussi doivent à Iran et comme tu disais, à partir de 2016 déjà, alors même le Generative AI n'existait pas, il y avait déjà des campagnes massives sur les réseaux de Facebook, par exemple, pour essayer de manipuler l'opinion à grande échelle. Ça a été prouvé. Là, je pense que c'est intéressant. Il y a deux choses dans ce que tu as dit qui me donnent envie de rebondir. La première, c'est les capacités un peu exponentielles que les modèles ont. C'est-à-dire que ce qu'on sait aujourd'hui, et puis d'ailleurs le rapport en préambule des risques le mentionne, c'est qu'on sait que dans les années qui viennent, au rythme où vont les choses, d'ici 2026, les modèles vont être entraînés sur on va avoir besoin de capacités de compute 100 fois supérieures à celles d'aujourd'hui, ce qui paraît quand même absolument monstrueux. Donc on assiste en ce moment à une course des principaux acteurs du marché à acheter le maximum de chips sur le marché, Nvidia entre autres, mais pas que, ou à créer leur propre chip d'ailleurs pour les AI. Ce qui fait que les modèles qu'on voit aujourd'hui sont à des années-lumière de ce qu'ils vont être dans 18 mois. C'est encore beaucoup plus rapide que que les lois qu'on connaissait historiquement dans les capacités de CPU. Là, on va retrouver des capacités d'AI encore plus évoluées. Là, on se reparle l'année prochaine. Les cas d'usage vont être complètement, peut-être encore plus de science-fiction que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Ça, c'était la première chose, c'est juste dire qu'il y a une course en avant, que ce soit des États ou des entreprises, pour s'équiper en puces, et ça va aussi générer des problèmes géopolitiques. On parle de Taïwan, par exemple, qui est quand même un endroit où il y a énormément de puces qui sont produites aujourd'hui, de fondeurs qui sont là. On a les États-Unis qui essayent de eux-mêmes
créer leur propre écosystème pour justement ne plus être dépendant d'un pays tiers. Donc bref, sans parler du nouveau président des États-Unis qui lui-même met sa petite touche là-dessus en plus, mais pour expliquer que ça va aussi, c'est complètement fou de dire ça, mais ce qu'on parle aujourd'hui, l'IA générative a des conséquences concrètes sur la géopolitique mondiale. Donc voilà, parenthèse refermée. La deuxième chose, c'était le fait que tu disais que il y avait comme un biais nord-américain dans la façon dont les IA génératives répondaient. Puis je pense que ça peut être une belle transition vers la deuxième famille de risques. Je vais te donner la parole là-dessus par rapport aux biais qui peuvent être induits dans les modèles d'IA génératifs. Oui, la deuxième famille, c'est la malfonction. Justement, le biais en fait partie, c'est celui lequel on a le plus peur. Mais on a aussi tout le volet de perte de contrôle puis de fiabilité, hallucination. Donc, on est dans cette grande famille-là qui fait beaucoup rire en quelque sorte ou qui fait beaucoup peur quand on parle des biais. On fait juste référence aux détections des visages qui avaient un biais pour les hommes blancs parce que les modèles ont été entraînés de façon principale sur des visages d'hommes blancs. Donc, ça l'amène ce genre de choses-là, mais on amène dans du biais aussi quand on va regarder dans de la génération d'images, par exemple. Oui. Ça va être difficile de générer des images de femmes, par exemple, dans des positions non standards parce que le modèle est entraîné sur des données qui sont autres. J'avais déjà enregistré avec une autre personne, puis le problème qu'on a, c'est que comme nos sociétés ont des biais, ceux-ci se retrouvent. Fait que là, après ça, l'œuf ou la poule, on n'est pas content des biais, mais... Ouais, et puis ils sont amplifiés sur tous ces biais-là. C'est ça qu'on voit dans les modèles d'IA génératifs, c'est que vu que c'est, comme tu as dit, le plus grand pourcentage de données sont ces données-là, donc par exemple en blanc de plus de 50 ans, là, sans vouloir être caricatural, forcément le modèle va amplifier son taux de réponse basé sur ça aussi, donc c'est ça qui crée ces biais-là. Donc effectivement, les biais sont un enjeu, les enjeux de fiabilité sont eux de type hallucination, donc c'est sûr que les modèles aujourd'hui, même s'ils deviennent de plus en plus performants, on a encore des problématiques d'hallucination après quelques échanges avec les modèles. Donc en termes pareil, que ce soit pour l'aspect de fiabilité de la réponse, même si au départ il n'y a pas forcément d'intention malveillante, on peut quand même se retrouver avec des réponses qui n'ont aucun sens, même à des simples opérations mathématiques. Ça peut nous faire des résultats vraiment bizarres, ça peut arriver en tout cas. Et puis l'aspect perte de contrôle, là, c'est un peu la version GenAI Terminator. Là. Je préférais l'exemple que tu m'avais nommé Ardon, qui est beaucoup plus sympathique. Oui, il était sympathique, effectivement. Mais qui, effectivement, nous amène dans une situation où les robots deviennent quasi autonomes ou s'alimentent entre eux. Puis je vais te laisser les relater ça. Ouais, en fait, c'était une anecdote que j'ai vu passer en Chine où des robots dans un musée, il y avait un robot qui était destiné aux tâches ménagères et un autre robot qui était destiné à guider les visiteurs dans ce musée. Donc on voyait en fait une vidéo de ces robots qui se parlaient entre eux et puis qui s'entraînaient les uns les autres à se balader dans le musée. Donc on les voyait discuter entre eux, et ils échangeaient des conversations. Et puis à un moment donné, il y en a un qui a décidé de faire visiter le musée à l'autre. Donc ça me faisait sourire de me dire que heureusement ces robots-là n'avaient aucune... c'est pas qu'ils étaient pas mal intentionnés, mais c'est qu'ils avaient aucun système qui pouvait... heurter, que ce soit les œuvres ou les personnes évidemment sur place. Donc c'était plus pour sourire, mais c'est pour montrer l'aspect perte de contrôle qui pourrait être induite par l'utilisation massive de GenAI dans certains systèmes. Et puis surtout quand ils vont commencer à se parler entre eux, il y a une partie que même les scientifiques aujourd'hui ne savent pas vraiment estimer de comment ça pourrait se passer dans le futur. C'est très difficile. Puis pour ceux qui ont expérimenté un peu avec le GenAI réflectif, on voit un peu ce modèle-là. Lui, c'est sûr que c'est un GenAI qui se parle à lui-même, donc il est dans son univers. On n'est pas dans deux machines distinctes qui se parlent ensemble mais qui interagissent. Mais on peut déjà commencer à avoir un aperçu de comment tout ça va se dérouler à l'avenir, comment ces agents-là vont pouvoir parler ensemble, comment ces robots-là vont pouvoir se parler ensemble ou interagir de façon probablement inattendue, parce que là, on tombe dans des degrés de complexité qui dépassent largement ce qu'on n'a jamais modélisé. Et ce qu'on n'a jamais prévu, puis on joue, en tout cas à mon sens, à certains égards, on joue avec le feu parce que on n'est pas capable de prévoir ce qui s'en vient devant nous et je pense qu'il y a un risque réel, puis la perte de contrôle, ça peut mener à des situations un peu plus malheureuses. On a quelques films de science-fiction qui mettent des très bons exemples là-dessus. Terminator, comme tu mentionnais, en est un très bon. Mais en même temps, Terminator, c'est pas une perte de contrôle, mais c'est justement une augmentation du contrôle parce que la machine servait à se préserver elle-même. Mais il y a d'autres éléments de science-fiction. Puis je pense qu'on devrait s'y inspirer parce que on s'en va dans des zones
qui vont s'apparenter à ce que les auteurs de science-fiction ont essayé d'imaginer il y a longtemps. C'est ce qui se passe, c'est qu'aussi, ce qui va faire qu'on risque de se poser de plus en plus ces questions-là, c'est vu qu'on entre dans l'ère des agents. Si vous n'avez pas entendu parler de cette notion-là, ce qu'on appelle l'agentic era, là, c'est-à-dire qu'en gros, basé sur l'IA générative, on est en mesure d'ailleurs, je dis on va, c'est déjà le cas, de créer des agents spécialisés dans certains domaines. Donc par exemple, on va prendre un exemple que tout le monde peut se projeter là-dessus. C'est par exemple, je veux faire mon compte de dépenses. Je vais avoir un agent spécialisé qui va me demander mes photographies de factures, qui va me demander combien ça a coûté, ou alors il l'aura même vu lui-même, il l'aura scanné automatiquement, et qui va aller envoyer un courriel à la comptabilité avec toutes ces informations-là préformatées dans le bon système, ou carrément un call d'API avec mon ERP qui va gérer ça en arrière. Donc ça, c'est un exemple. Imaginons qu'après, on ait deux agents comme ça qui se parlent. C'est-à-dire qu'on ait mon agent qui fait mon expense report, là, et puis l'autre agent qui, lui, va le traiter et faire de la consolidation comptable. Donc on peut imaginer qu'à terme, donc ça c'est encore une fois un cas très back-office, là, mais on peut imaginer d'autres agents ultra spécialisés qui vont se parler et qui vont peut-être même interpréter de certaines façons ou créer des choses qu'on n'a même pas imaginées. Donc évidemment, ces agents-là, pour le moment, on a essayé de mettre des barrières autour pour comment dire, les contraindre dans un certain bac à sable, là, pour pas qu'ils dépassent de ça. Mais on pourrait très bien imaginer les agents devenant de plus en plus intelligents, avoir des agents qui sont capables de faire plusieurs choses. On a déjà des modèles qui sont multimodaux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de prendre le texte, l'image, le son, la vidéo, tout combiné ensemble. Imaginons un agent qui est déjà capable de faire tout ça, ça c'est déjà le cas aujourd'hui. Et en plus, on va lui donner un champ d'action beaucoup plus large que juste de faire un expense statut, mais juste dire, écoute, tu es mon assistant personnel, je te donne pas d'instructions particulières, mais tu es tellement intelligent que tu vas être capable d'aller me booker un hôtel, tu vas être capable d'aller me réserver une auto, ou de planifier ma fin de semaine aux États-Unis, par exemple. Alors, aux États-Unis, c'est peut-être pas un bon exemple en ce moment, mais ma fin de semaine, tout court. On peut imaginer après qu'il y a forcément des choses qu'on n'a pas encore... en termes de risque, qu'on n'a pas imaginé, mais même d'un point de vue légal. Imaginons qu'il va nous booker quelque chose et qu'au final, au lieu de prendre 3 jours, il va prendre 300 jours parce qu'il s'est trompé, et puis que ça va me charger ma carte de crédit. Qui est responsable ? Je donne cet exemple-là comme ça à la volée. Là. C'est un peu une sorte de version 2.0 des problématiques de copyright qu'on peut avoir sur certains contenus, mais c'était juste pour donner un peu une idée du potentiel perte de contrôle qu'on pourrait avoir. Ouais, on peut prendre un exemple plus petit. Au Canada, il y a eu Air Canada, justement, qui s'est fait pincer à ce genre de choses-là, ou un chatbot, qui est un agent essentiellement, a donné des renseignements qui étaient inexacts et Air Canada conteste ce que le client mentionne et la Cour a reconnu que Air Canada est responsable puisque c'est son agent à lui. Donc, c'était à lui à s'assurer, à mettre les balises pour ce genre de choses. Ça, c'est un exemple petit parce que c'est un chatbot pas très, très sophistiqué. Mais quand on va arriver dans des contextes beaucoup plus sophistiqués, avec des agents qui vont être capables de déduire quand que je vais poser la simple question arrange beaucoup mon week-end et sur cette base-là, va me proposer des activités, va planifier mon temps, va planifier mon voyage. S'il fait une erreur là-dedans, là, je me retrouve avec des problèmes qui sont beaucoup plus importants que justement, probablement que Air Canada, c'est un montant ridicule, mais quand même, de façon individuelle beaucoup plus significatif et dommageable. Ça m'amène à une remarque aussi qui est super intéressante, surtout un rappel, c'est le fait que tous ces modèles d'IA génératifs aujourd'hui sont basés sur des grandes quantités de données et sur la qualité de ces données. Là, tu parlais d'Air Canada, mais il y a d'autres entreprises dont je ne citerai pas le nom, c'est déjà arrivé que leur chatbot en fait répondent des affaires mauvaises, mais parce que la donnée sur le site elle-même n'était pas bonne, tout simplement. Donc ça m'est déjà arrivé, moi, dans ma vie professionnelle, le client était là en me disant mais non, mais l'information qu'il donne est fausse. Et puis là, en fait, tu vas avoir la source de données et en fait, c'est dans la source de données que c'est faux. Donc bref, ça c'est un agent simple et on parlait des biais tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est la qualité de la donnée ou les informations personnelles qui sont stockées là-dedans qui sont importantes. L'autre remarque que je voulais amener par rapport à ce que tu viens de dire, c'était qu'on a parlé de façon claire du côté exponentiel de compute que ça vont nécessiter c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des compagnies qui s'associent ou qui vont acheter des réacteurs nucléaires pour mettre à côté de leur centre de données là.
c'est parce que la consommation électrique va être complètement folle. Ça aussi, ça va avoir des conséquences environnementales, on va parler un petit peu plus tard de ça. Mais par contre, là, sur l'aspect data, c'est la même chose. C'est que si on continue au rythme auquel on est aujourd'hui, les scientifiques ont estimé qu'en 2030, le contenu total des données d'Internet ne suffirait plus à entraîner les nouveaux modèles. Donc, il va falloir faire de la donnée synthétique ou d'autres choses pour continuer à alimenter la croissance exponentielle de ces modèles. Il se trouve qu'il est possible qu'on arrive à certains seuils ou quand on ait un effet de seuil à certains endroits, soit à cause de la capacité de compute, soit à cause aussi du fait que les modèles d'apprentissage actuels ne passent pas à l'échelle. Ça, c'est possible aussi, mais si on garde de manière purement théorique aujourd'hui, qu'on va avoir aujourd'hui, soit que je vous ai dit 100 fois dans les 3 prochaines années de compute supplémentaire, si on reste sur cette trend-là en 2030, c'est 10 000 fois la capacité de compute qu'on va avoir besoin, d'où les centrales nucléaires. Et imaginez la quantité de data, donc 2030, toutes les données d'Internet combinées suffiraient plus à entraîner un seul modèle. Voilà, c'est quand même on a du mal à se faire une idée de tout ça, donc c'était pour ça que je voulais faire une petite remarque sur l'aspect données. Oui, c'est très important, puis ça va changer. Surtout qu'à l'heure actuelle, la plupart des données générées sur Internet, c'est des données qui n'ont jamais perdu AI et qui, jusqu'à présent, a été démontré que ça vient polluer les modèles et que l'AI ne peut pas s'entraîner sur lui-même puisqu'il va comme s'intoxiquer de son propre chose, donc va dévaluer la valeur de son modèle fondamental. On va basculer à la troisième famille de risques qui donnent là, puis c'est des risques qu'ils appellent systémiques. C'est des risques qui sont beaucoup plus sur l'effet de notre société, à mon sens, qui sont plus sur le changement sur le marché du travail. Ça, on commence déjà à le voir parce que le marché des cols blancs est en train de se faire affecter. La façon qu'on va avoir d'interagir, comment l'environnement, tu l'as mentionné avec l'effet énergétique, parce que là, ça va augmenter en fou. La centrale nucléaire est moins polluante, mais encore là, amène d'autres défis. Des risques à la vie privée, les droits d'auteur, on aborde un peu de ça, mais surtout des risques sociétaux dans lesquels ils vont devenir de plus en plus importants, qui commence à avoir un peu de pushback de la part des certains groupes et le législateur a un peu de misère à se positionner à travers ces éléments-là. Bah, je vais commencer par la fin parce que c'est juste ceux qu'on connaît le plus, on va dire, ceux qui ont été pointés le plus rapidement. En tout cas, selon ma connaissance à moi, c'était les risques de vie privée et de droits d'auteur. Ceux-ci ont quand même été vus très rapidement. Enfin, je pense que d'un point de vue légal et d'un point de vue loi, la jurisprudence est arrivée relativement vite sur ça, puisqu'il y a des acteurs, que ce soit dans le monde de la photo, dans le monde de la musique, qui ont rapidement vu les risques et qui ont rapidement attaqué certains joueurs qui piochaient délibérément dans des banques d'images qui étaient pour le coup soumises à des droits d'auteur. Donc ça, il y a déjà des jurisprudences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème, mais au moins, il y a un minimum de régulation a posteriori. C'est déjà... Parce que le reste, dans le fond, et puis ça m'amène à un point, l'aspect éthique est quand même beaucoup à la charge aujourd'hui des institutions, organismes ou entreprises qui génèrent ces modèles-là. Donc en gros, moi je suis un employé de Google. Google s'impose à lui-même des critères d'éthique sur ce qu'on appelle Responsible AI chez Google. Je vous parle de ce que je connais, mais évidemment, il existe des choses équivalentes ailleurs, qui s'impose à lui-même des règles d'éthique pour la façon dont va être utilisé les modèles d'AI, dans la façon dont il est entraîné, la façon des garde-fous qui peut être utilisé pour le contenu haineux ou d'autres types de contenus, pour la façon dont le résultat d'une réponse qui va être rendue va se comporter. Et puis si jamais d'ailleurs on n'est pas en mesure de le contrôler dans le modèle, on a aussi des systèmes qui viennent se mettre autour, un peu comme une sorte de firewall applicatif qui viennent contrôler l'output d'un modèle, d'ailleurs Google ou autre, qui peut protéger dans le fond le résultat de la réponse de ce système-là. Donc je voulais commencer par ça. Après ça, je pense que je dirais le problème fondamental, on a un peu abordé l'environnement aussi, donc ça on s'entend que l'avenir nous le dira là, mais on s'entend que des quantités énormes d'électricité, et puis gérer de l'énergie nucléaire, même si ça va être des mini-centrales à droite à gauche, ça va gérer des problèmes et de supply chain pour gérer les déchets, et puis de risques aussi avec les gens qui sont autour, là, qui vont pas être contents de voir une centrale nucléaire à quelques kilomètres de chez eux. Là. Mais je te dirais que le risque principal que je vois, en tout cas qui me paraît le plus transformatif, c'est l'aspect sur l'impact sur le marché du travail. Puis ça, je serais curieux de voir justement, toi, qu'est-ce que tu en penses, comment tu envisages ça, l'impact sur le marché du travail. Et puis après, je vais te donner mon avis.
Ben, c'est un aspect très intéressant parce que ça va, autant la robotisation a attaqué le marché des cols bleus, autant le AI attaque le marché des cols blancs, dans lequel on se pensait protégé à certains égards. On pensait que jamais qu'on allait être touché par ce genre de choses-là. Donc, ça nous amène dans une réflexion puis dans une prise de conscience qui est assez importante. Je pense que c'est un réveil brutal pour bien des gens d'ailleurs de constater que leur travail finalement pourra être remplacé par du AI ou une partie de leur travail pourra l'être. Ceux qui sont le plus avancés en termes de réflexion, c'est les Français. C'est il y a, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Je m'en vu la date. J'étais assisté à un colloque organisé par un symposium par la CNIL, justement, qui abordait ces éléments-là. Et des idées ont été échangées à travers les différents panels. Et ces aspects-là étaient regardés parce que ça a un aspect transformatif. On a mal géré la transformation à la robotisation. Pendant l'industrialisation et la robotisation étaient mal gérées. Donc, on s'est retrouvé avec des grands bouleversements sociaux qui n'ont pas été gérés anticipés par l'État. Et ensuite, on se retrouve avec des pans de mur de notre société complètement des gens qui n'avaient plus de travail, ne savaient plus quoi faire. Donc, on se trouve avec des problèmes sociaux importants. Là, on a la chance de le voir un peu arriver parce qu'on sait que ça va arriver. Puis je ne sens pas personne le prendre sérieusement pour le moment. Je ne sens pas que les gens, ou en tout cas nos décideurs publics, ont ce concept-là en main parce que ce que je vois des décideurs publics à l'heure actuelle sont plus intéressés à élaborer rapidement, à être les premiers dans la course. On l'a vu avec le colloque organisé en France avec le AI, d'ailleurs, c'est un coup pour positionner la France sur le marché. Un peu tardivement, cependant, parce que le marché technique du AI est déjà largement en avance. Les États-Unis et la Chine dominent relativement ce marché-là. Dans le fond, comme une course à la Lune. Oui. Là, c'est la course au AI. Donc, c'est deux géants. C'est une course à l'armement, mais sans armes. Mais c'est une arme. Oui, c'est sensiblement la même chose. Donc là, les Français essaient de se positionner. L'Europe, on va dire, je te dirais, plus en général. Mais disons que c'est la France qui a pris le drapeau, en l'occurrence. Grâce à Mistral, d'ailleurs, pour le coup. Oui, c'est ça. Il y a un modèle français, et bien heureusement qu'il n'y a pas juste des modèles. Puis ça fait partie aussi d'un des points, parce qu'on parlait des effets sociaux, mais les effets de points uniques d'échec, de failure. Parce que là, on a juste deux grands joueurs, les Américains et les Chinois. Pour des raisons qui nous sont évidentes, les Chinois sont hors portée pour nous, on n'utilisera pas les modèles. Et dans un contexte où, actuellement, on a un président américain qui est hostile à tout ce qui n'est pas américain. Oui. Donc, on se retrouve dans un contexte où, même comme Canadien, c'est difficile d'envisager d'utiliser des modèles gérés par des compagnies américaines parce qu'on se retrouve dans un contexte où notre meilleur ami est devenu hostile du jour au lendemain. Donc, on est dans un contexte comme celui-ci. C'est un brutal rappel pour tout le monde qu'on ne peut pas se fier nécessairement sur les pays. Ils demeurent souverains et les changements de gouvernement peuvent nous amener dans d'autres situations. Donc, on a des changements sociaux qui s'en viennent. Puis ça, on en parlait un peu avant d'enregistrer. C'est les emplois répétitifs qui vont être les premiers touchés. C'est déjà commencé d'ailleurs. Il y a beaucoup qui ont été touchés. Et tranquillement, ça va rentrer d'un peu plus en plusieurs phases de notre vie et comment ça va changer. Moi, ça a changé ma vie. Ça a changé la façon que je travaille. Moi, je me considère comme presque un early adopter. C'est que je suis arrivé très rapidement dans le chose pour en tirer le bénéfice. Je ne vois pas ça ailleurs et je pense qu'on va avoir des grandes surprises ou de très mauvaises surprises qui s'en viennent devant nous puisqu'on n'a pas de gouvernement qui anticipe ou les efforts qu'on fait d'anticiper ne sont pas tout à fait à la bonne place. Puis le rapport le mentionne d'ailleurs que le législateur n'est pas capable de bien se positionner puis il est comme peut-être en train de légiférer des choses qui sont complètement inutiles ou il ne légifère pas aux bons endroits qui vont permettre peut-être de progresser et d'utiliser l'arrivée du AI comme l'industrialisation puis la robotisation comme levier pour propulser nos sociétés ailleurs. Et là, on est juste un peu encore une fois en réaction et ce qui se passe. C'est vrai qu'on est pas mal en réaction, mais je pense que tout le monde essaye aussi d'appréhender cette notion d'AI, parce que même les compagnies les plus avancées là-dessus, qui l'utilisent de manière depuis quelques années déjà, sont encore à la phase 1 du déploiement, c'est-à-dire que c'est pas encore rendu à 100% des rôles, 100% des... Enfin, il y a encore... Parce que les technologies sont peut-être pas encore rendues là non plus, donc je pense qu'on est encore... on est encore au tout début. Je pense c'est comme s'il y avait les premières machines à vapeur qui venaient de débarquer dans l'usine. On savait pas trop ce qu'on allait faire avec ça. Et puis finalement, en expérimentant, on se rend compte que pour telle activité, pour monter une charge lourde ou pour éviter d'avoir 10 chevaux, on va mettre un moteur à vapeur qui va faire 10 fois le travail. Je pense qu'on est encore à cette étape-là avant d'en mettre partout dans toute la chaîne de montage. Je pense que c'est ma vision des choses pour l'instant.
Donc on n'est pas en retard encore, mais néanmoins je pense que là où on est en retard, c'est plus effectivement sur l'aspect guerre économique, là, où là l'aspect effectivement souveraineté sur la décision de comment je vais m'assurer d'avoir au moins 2 fournisseurs différents pour quelque chose qui va devenir aussi essentiel que l'électricité, ou ça va devenir, selon moi, quelque chose qui va devenir extrêmement standard, comme l'eau, comme l'électricité. Vraiment un besoin de base d'avoir ces capacités de Generative AI qui vont venir amplifier, compléter des emplois existants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont gagner aussi mieux grâce à Generative AI. Il y a des problématiques, on parle en santé par exemple, on sait qu'on a énormément de problèmes de santé au Canada. Il y a des tels déficits que sur certains aspects, d'avoir une première ligne avec un agent génératif d'IA pour certaines problématiques avant ne serait-ce que de triage, ça peut faire sauver énormément de temps et donner un meilleur service aux citoyens. Donc je vois des côtés positifs à ça, mais c'est sûr que brace yourself, là, il faut attacher sa tuque, parce que c'est sûr que pour les knowledge workers en général, si on ne prend pas cette vague-là, on va devenir moins efficace. C'est-à-dire moi je me rends compte aussi au quotidien, comme toi tu l'utilises, que je suis plus efficace grâce à ces technologies-là pour certains aspects, notamment quand je dois rechercher sur un sujet, ou que je dois générer du contenu pour un rapport, pour un courriel, pour quoi que ce soit. Ça m'aide énormément, ça me sauve beaucoup de temps d'utiliser des outils d'IA génératifs parce qu'ils sont excellents là-dedans, même générer des images, des logos, des choses comme ça. C'est plus fun là, mais néanmoins, quel que soit, je vois le potentiel que ça peut avoir. D'ailleurs, pour préparer ce podcast, j'ai utilisé un outil qui permet de résumer les 250 pages et que ça m'a généré un podcast. Donc, c'est pas la fin des podcasts, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de valeur à amener, en tout cas je l'espère, au public, mais ça m'a permis d'avoir un survol du sujet global et puis de prendre des notes pour savoir dans le rapport à quel endroit j'allais devoir regarder. Ça m'a aidé à me préparer dans le fond à enregistrer ce podcast aujourd'hui. Donc je peux même d'ailleurs poser une question aux gens qui font du podcast. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse à terme, que les auditeurs puissent nous interpeller dans le podcast directement, là, ou a posteriori, je sais qu'ils peuvent le faire dans les commentaires. Et c'est pour dire qu'on est rendu à déjà un point qui est assez fort là-dedans. Et puis donc dans cet aspect impact sur le marché du travail, je pense que c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que même nous aujourd'hui qui sommes des early adopters, faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, parce que très clairement, notamment l'ère des agents, c'est ce que avant je trouvais ça fun, disons, générer du texte c'est le fun, générer un courriel c'est le fun, mais là qu'on va pouvoir programmer nos petits agents, sans forcément avoir du code d'ailleurs, préparer nos petits agents, c'est plus un peu le mindset d'automatisation qu'il faudra avoir en disant bah regarde, il y a des tâches qui sont rébarbatives que je fais à chaque fois. Je parlais des comptes de dépenses là, mais ça peut être bien évidemment bien d'autres choses. Je vais pouvoir enchaîner des agents spécialisés qui vont être capables de reproduire des choses que je mets, peut-être je les fais une fois par mois, mais vu que je les fais de manière récurrente, ça va me sauver du temps, et ce temps-là, je vais pouvoir l'utiliser à apprendre d'autres choses, ou peut-être pour mes loisirs aussi, j'en sais rien. Mais c'est certain qu'il y a des emplois, comme tu disais, avec des tâches très répétitives qui sont vraiment à risque aujourd'hui de par la qualité de ce que l'ère des agents nous amène. Oui, absolument. Ça fait pas mal le survol de celle-là. On va aller sur la dernière qui est sur l'impact des modèles à source ouverte ou à poids ouvert. C'est la façon de le nommer comme, en traduction libre. DeepSeek est un exemple de ça. Llama est un exemple de ça aussi. Dans le cas de DeepSeek, c'est un peu plus problématique. Ça a eu un effet de déstabiliser les marchés. Je pense que c'est ça que les Chinois cherchaient à faire aussi en ouvrant leur modèle. Ça l'amène des préoccupations. Ça l'amène d'un côté énormément de gens à pouvoir accéder à faible coût, à plus faible coût, ce genre de ressources-là. Ça nous amène dans un autre univers. Mais en même temps, contrairement au modèle contrôlé par les grandes corporations, les garde-fous qu'on a dans les modèles faits par les grandes corporations ne se retrouvent pas ou peuvent être facilement cassés dans des modèles à source ouverte, puisque, comme tu le mentionnais, on va déployer des garde-fous à l'entrée, c'est-à-dire bloquer l'entrée, empêcher les gens de poser des questions, pas en empêchant les gens de taper, mais de filtrer la question ou de filtrer la sortie. Donc, effectivement, si je pose une question sur quelque chose qui est interdit, bien, si le modèle ne l'intercepte pas à l'entrée, il répond, bien, à la sortie, il va y avoir un second mécanisme qui va dire hey, ça, c'est pas autorisé, ce genre de choses. Donc, on n'a plus ces éléments-là entre les mains. Donc, ce qu'on parle de risque précédemment, c'est pour ça que à mon avis, le risque est en dernier, parce qu'il reprend l'ensemble des risques. C'est-à-dire qu'on n'a pas les
les garde-fous. On met ça dans les mains de n'importe qui, on obtient à peu près n'importe quoi. On le voit avec l'augmentation des générations d'images pornographiques, notamment non sollicitées. Ce genre de choses-là qu'on met dans les mains de plusieurs personnes qui ont des capacités modestes en termes de développement ou de compréhension du AI, mais qu'on est capable de mettre ça avec un simple LM Studio, par exemple. On roule le modèle, on est capable de avoir accès à sa forme un peu plus brute et donc de l'interroger de façon un peu plus directe et moins contrôlée. Et moins visible par les gens autour aussi, là. Ouais, c'est ça, c'est que dans le fond, on retrouve un peu les mêmes débats que Windows Linux. Là, je plaisante avec ça, mais c'est l'impression que l'histoire se répète, là, sauf que je pense que les enjeux sont bien plus importants. C'est que, tu sais, il y a déjà on peut peut-être faire une petite pause pour différencier les modèles open weight et les modèles open source réels. Donc, open weight, c'est qu'on peut les télécharger librement, mais qu'on n'a pas forcément accès au code source. Open source réel, c'est qu'on a la mesure de les utiliser, les réutiliser tant qu'on respecte la licence open source. On peut les forker, on peut faire des choses un peu plus importantes. Et dans les deux cas, open weight ou open source, on se retrouve quand même à un cas où, comme tu as dit, on a il y a pas un peu moins le risque réputationnel qu'un Google ou qu'un Microsoft, un OpenAI pourrait avoir. Donc forcément, peut-être moins d'efforts qui est fait dans le modèle en lui-même pour gérer ces risques-là. Il y a des contrôles de plus en plus maintenant quand même sur les modèles plus avancés, mais il y a quand même un gap à ce niveau-là. Et puis toutes les règles d'éthique que je mentionnais tantôt sont peut-être moins enforcées sur ces modèles open source parce que le but, c'est d'essayer de shipper rapidement des nouvelles fonctionnalités, là. Mais néanmoins, on a aussi du côté positif des choses, c'est que vu qu'on a accès au code source, on peut peut-être plus facilement voir les risques. Qu'à la fois, ça peut être weaponisé plus facilement par les méchants, mais en même temps, les white hats, eux, de leur côté, ils ont peut-être plus de chances de comprendre c'est quoi les flows du modèle et puis d'être capable de mettre en place des mesures pour contrer les risques. Donc c'est ça. Je dirais pas je pense que les deux sont nécessaires aujourd'hui, vu l'effervescence qu'il y a de toute façon dans le milieu. Et les milliards d'investissements, parce que je pense que pourquoi aussi les modèles à source fermée existent encore, c'est qu'on sait que Microsoft en 2024, donc cette année fiscale pour eux, 2025 pardon, c'est là que je vois que le temps file trop vite. En 2025, ils vont investir 80 milliards de dollars dans les AI. Donc il faut bien qu'ils arrivent ils vont pas le donner c'est pas une entreprise de charité là. D'ailleurs, Google doit être à peu près à 65 milliards, je crois. D'investissement dans les AI aussi de leur côté. Donc c'est un mélange évidemment d'infrastructures. C'est pas que du travail de développeurs et de knowledge workers, mais quand même, c'est que les montants sont tellement immenses qu'ils peuvent pas se permettre aujourd'hui de donner ça gratuitement au monde. Non, tout à fait. Mais en ce sens-là, puis ça, je suis d'accord que pour la recherche elle-même, ça facilite. Puis c'est un accélérant comme l'open source au niveau du code. Ça a toujours été un accélérateur au développement, puis on n'aurait pas la société dans laquelle on est actuellement si le code ouvert n'avait pas existé. Ouais. Cependant, du code ouvert, il faut que tu sois quand même spécialisé encore pour le comprendre puis le travailler. Dans les cas de poids ouvert, semi-open source, là, tu vas me mettre dans les mains de gens moins spécialisés. On peut le rouler où on veut aussi. Ça, c'est quand même l'avantage de l'open weight aussi. Ouais, des outils beaucoup trop à mon sens, beaucoup trop puissants pour ce que la plupart des gens sont capables d'avoir entre les mains pour le moment. Et c'est là où je vois l'enjeu, parce que dans la communauté de recherche, ça va. Quand on sort de cette communauté-là, on s'en va dans les malveillants. On parlait de premier risque, l'usage malveillant, mais là, si on est capable d'avoir ces modèles open source qui peuvent être utilisés par des malveillants et non filtrés et non contrôlés et tout ce que ça comporte. Là, on se trouve dans une zone, à mon sens, un peu inconfortable, même si ce que DeepSeek a fait, ils l'ont fait, ils l'ont ouvert, puis là, ça force la recherche, ça force le milieu, ça force les choses. Ça a du bon. Oui, c'est sûr que ça a du bon. C'est vrai que j'ai vu Llama 3 rouler sur un Raspberry Pi, donc un cluster de Raspberry Pi. Donc c'était une version légère de Llama 3, mais quand même. C'est-à-dire que dans le futur, on pourra avoir une attaque multistage qui va être créée automatiquement. Le code va être potentiellement généré par un agent qui roule localement sur un endpoint. Là. On peut imaginer ça. Non, mais c'est techniquement possible que l'attaque n'existe pas et que le code soit généré on the fly par un agent. Encore une fois, j'imagine qu'on aura des choses bien plus sophistiquées que ça, que juste reproduire ce qu'on fait humainement aujourd'hui. Mais j'imagine que dans les premières étapes, possible que ça arrive comme ça. Oui, tout à fait. De toute façon, on est dans la première génération d'usage malicieux de ces modèles-là et que ce n'est que pour accélérer ce qui est déjà fait. On va arriver dans une seconde génération où là, ils vont
utiliser de leurs moyens spécifiques que les AI donnent, justement d'aller plus loin, d'inventer de nouvelles attaques, de nouveaux vecteurs, ce qu'on n'a pas encore, heureusement. Oui. Mais plus tôt que tard, j'ai l'impression que ça va arriver aussi où les attaquants vont évoluer au même rythme que le restant et on va utiliser le AI de façon beaucoup plus sophistiquée. Puis dans ce cas-ci, les à poids ouverts vont être un accélérateur pour eux aussi. Je pense que mettons, si on refait ce podcast-là dans 5 ans, il est possible que je pense qu'on va beaucoup rire de ce qu'on aura raconté aujourd'hui, mais parce qu'il y aura certainement des prédictions, des choses qu'on a vues dans ce rapport-là qui étaient forcément faux parce que c'est difficile de prédire de manière aussi lointaine dans le monde de la technologie. Mais surtout, on va se rendre compte aussi qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on n'a pas imaginées, qu'on ne savait pas, et que ce soit d'ailleurs pour les risques. Donc, et je pense aussi d'ailleurs que je dis pas que l'open source doit finir par gagner, mais aujourd'hui, les investissements, comme je dis, sont tellement massifs qu'il y a forcément une tendance des grandes corporations à fournir le résultat de leur modèle uniquement par API qui sont fermés. C'est-à-dire on ne peut pas télécharger le modèle et le faire rouler où on veut. Mais j'imagine que ça, au fur et à mesure, petit à petit, ça va se démocratiser. Enfin, je l'espère en tout cas, qu'on donne la liberté aux gens de faire rouler le modèle où ils ont envie de le faire rouler, et puis qu'on le rende aussi suffisamment efficace pour qu'il roule sur des computes beaucoup moins performants aussi. Là, que ça, j'imagine qu'avec le temps et les années, on va trouver des méthodologies pour ce faire. C'est peut-être plus une question de mois que d'années. Là, oui. Pour Apti, je pense qu'on est dans un contexte d'accélération. Puis dans le fond, c'est le rêve absolu. Tu parlais d'agentique, c'est un peu ça, c'est d'avoir sur notre téléphone cet agent-là qui va gérer notre vie dans une bulle fermée dans laquelle on n'échange pas ces informations-là avec les grandes corporations, les grandes méchantes corporations, mais qu'on est dans une bulle fermée qui nous permet justement d'arriver à ça. Je pense que c'est ça le rêve qu'on a tous puis dans lequel les gens courent après. Là. Donc, c'est un peu là. Oui. On a fait pas mal le tour de ce qui était dans le rapport. Là, on n'abordera pas les choses de la gestion du risque parce qu'on va vous laisser le lire. Exactement. Mais as-tu des choses à rajouter qu'on n'a pas couvert? Je pense qu'on a pas mal tout couvert, mais effectivement, l'un des buts en fait, de ce podcast-là, c'était surtout vous donner le goût de le regarder, de prendre connaissance de ça, parce que je trouve que moi, j'avais jamais vu, en tout cas, dans ce domaine de l'AI en particulier, de rapport aussi complet, puis devenant d'une source qui est à la fois institutionnelle, donc des universités, des chercheurs, et mélangée aussi avec des grandes corporations, dont des fois viennent certains de ces chercheurs-là, mais pas que, il y a aussi des universitaires. Donc, je trouvais très complet, et puis effectivement, notamment les conseils très pratiques sur la gestion du risque et l'approche du risque qui reste en dernière partie, là, dont on ne va pas parler dans ce podcast aujourd'hui. Je trouvais que c'était un bon teaser pour vous dire, OK, on vous a parlé des risques, maintenant comment on fait concrètement pour mettre en place des politiques, que ce soit pour gérer les challenges techniques ou les challenges sociétaux, ou la création de politiques dans ces deux cas-là. Je trouvais ça super intéressant, à la fois d'un point de vue philosophique, de comprendre comment nos politiques allaient être confrontées à des décisions à prendre, mais même au sein de chacune des organisations pour lesquelles vous travaillez, ou même à titre personnel en tant que citoyen, de comprendre comment on allait gérer les risques de tout ce dont on a parlé pendant ce podcast. Je trouvais ça vraiment passionnant. Donc il y a un bon 50 pages qu'on vous a laissé à découvrir par vous-même. Sur 300, c'est quand même possible sur la cassette. On vous a comme mâchouillé la première partie. On a essayé en tout cas. Un peu. Puis ça, la deuxième partie nous arrive avec des solutions. Fait qu'on n'est pas juste dans un contexte, on amène des problèmes. Il y a des solutions. Mais comme tu mentionnais, peut-être que dans 5 ans, on va réécouter ça, on va relire le rapport, puis peut-être qu'il y avait tout faux, mais au moins, c'est un début de réflexion, c'est un début d'éléments qu'il faut quand même aborder, qu'on prenne conscience de ce qui s'en vient devant nous avant d'arriver devant un élément comme Terminator qui vont être peut-être plus destructifs que créatifs dans lequel on essaie d'amener ces technologies-là devant nous. Oui, effectivement. Et puis, en tout cas, j'étais vraiment ravi d'échanger avec toi là-dessus. C'était super intéressant. Mais merci à toi d'avoir porté l'idée. Ça fait plaisir. Merci.